Pour ce qui concerne cette table ronde qu'on va réduire à un petit quart d'heure, parce que ceux qui nous suivent à distance étaient peut-être intéressés par celle-ci prioritairement, mais il faut qu'on tienne les délais, et même si nous n'avons pas de menace a priori judiciaire ou européenne qui pèse sur nous, je voudrais simplement expliquer, avant de donner la parole au sein de ce panel et éventuellement aux personnes présentes dans la salle, mais la question que je pose est en réalité due à un certain nombre de discussions que j'ai pu avoir notamment avec Isabelle lorsque nous co-dirigeons le Master 2 droit des transports et de la logistique, avec certains d'entre vous ici. La question, elle vient du fait que on observe qu'il n'y a pas, en quelque sorte, déjà de qualification de consommateur pour le passager aérien, en tout cas dans les règlements, parce qu'on a des arrêts qui qualifient très clairement le passager de consommateur, alors même que ça peut être discutable. On est plutôt affaire, me semble-t-il, à une assimilation en termes de protection davantage que de qualification d'un point de vue de statut. Et d'autre part, j'observe une évolution, parce qu'Isabelle nous en a parlé avec ce nouveau règlement de 2021, mais il y a une évolution très nette. Quand vous prenez le règlement aérien, c'est le premier considérant. Protection équivalente ou degré aussi élevé de protection que n'en bénéficient les consommateurs. Quand on prend le règlement maritimo-fluvial de 2010, premier considérant également, même logique, même idée. Quand on prend le nouveau règlement transport ferroviaire, déjà on n'est plus au premier considérant. Alors est-ce que c'est la marque d'un recul ? Isabelle a parlé d'une sorte de réduction des droits, ce qui est très intéressant, mais on voit surtout qu'il y a 3 considérants qui sont cette fois-ci dédiés à cette question de la protection des consommateurs, les considérants 3, 4 et 5, où on parle bien de protection des consommateurs, que cette protection des consommateurs doit être appliquée, ou en tout cas partagée avec les passagers, mais ce n'est pas à proprement parler une qualification, encore une fois, de consommateur. Et j'observe, puisque moi, vous le savez, je suis transportiste d'adoption et internationaliste privatiste de formation et de qualité, on va dire, je me définis comme ça avant tout, en droit international privé, et notamment dans le règlement bruxellois refondu en matière de compétences, on exclut très clairement des règles protectrices applicables aux consommateurs le passager aérien dès lors qu'il est passager de ce qu'on appelle dans la pratique un vol sec et qu'il ne bénéficie pas d'un voyage au forfait, comme vous le savez. Et donc, ici, la question que j'ai voulu poser pour discuter brièvement avec les uns et les autres, c'est est-ce que le passager est vraiment un consommateur ? Puisque d'un règlement à l'autre, ce n'est pas le même traitement, ce n'est qu'une assimilation et non pas une affirmation de statut. Et certes, si on a quelques arrêts qui vont dans le sens peut-être d'une erreur de plume, ou en tout cas d'une plume qui s'est laissée aller à une ambiance générale, est-ce que vraiment c'est un consommateur ? Et je me souviens d'un très bel article de notre président de séance, dans des mélanges, où il soulevait la question: comment qualifier un passager de consommateur lorsqu'il a pris un vol, si on se contente de l'aérien, à titre professionnel ? Est-ce qu'il peut opposer sa qualité de professionnel ou non ? Est-ce qu'elle peut être opposable par le transporteur aérien ? Donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent, et c'est pour ça que je vais profiter de cette fin de matinée pour recueillir vos avis éclairés, si vous le souhaitez. Naturellement, il n'y a aucune obligation. Alors, avant de donner la parole à la salle, et notamment à Madame Escudier, parce que je crois qu'elle voulait intervenir, si j'ai bien compris, est-ce que messieurs ou Madame, à distance, l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait répondre brièvement ou donner son sentiment ? Merci. Vous m'entendez ? Non. Là ? Si. Oui, je vais parler devant. Alors, passager consommateur, j'aurais tendance à dire passager et consommateur. C'est comme peut-être fromage et dessert tout à l'heure. J'anticipe. Non, ce que je remarque, c'est que certaines règles du droit de la consommation s'appliquent aux passagers, notamment aux passagers aériens. Le droit des clauses abusives, pour ne pas le citer, hein, il y a eu
un célèbre arrêt Air France, il doit même y en avoir plusieurs, Air France contre Que Choisir, de 2017, qui avait annulé une trentaine de clauses abusives des CGT d'Air France. Et puis d'autres dispositions du Code de la consommation, clairement, lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les règles spécifiques au droit des transports, elles ne s'appliquent pas. Mais parfois, effectivement, le droit à l'information, éventuellement, dans des situations qui ne seraient pas visées par le règlement, c'est l'article préliminaire du Code de la consommation, il n'y a aucune raison qu'il ne s'applique pas. Voilà ce que... Oui. Si tu permets, je dirais la même chose, passager et consommateur, et effectivement, la Cour de justice de l'Union européenne à l'égard du transport ferroviaire, ou au regard du mécanisme des clauses abusives, il a été considéré que les passagers bénéficiaient d'un droit de rétractation pour l'achat de cartes d'abonnement ou toutes les cartes privilèges. Donc là, c'est clairement des dispositions du droit de la consommation qui se sont appliquées à un passager ferroviaire. Donc moi, j'aurais tendance à dire, alors non pas fromage et dessert, parce que malheureusement, j'aurais pas le plaisir de déjeuner avec vous, mais c'est passager et consommateur. Et moi, je dirais non. Mais ça, c'est Gaël. Toujours évidemment. Je suis l'homme du non. Le passager est-il un consommateur comme les autres? Non, c'est pas un passager comme les autres en maritime. Parce que si on sort un tout petit peu des règlements et qu'on va voir aussi sur le terrain de tout ce qui est accident, indemnisation en cas d'accident, il ne faut pas oublier que le passager maritime, il ne bénéficie toujours pas du principe de réparation intégrale du préjudice. Il y a des limitations de responsabilité pour le transporteur, y compris en cas de dommages corporels, y compris en cas de décès. L'aérien l'a abandonné avec Montréal. Il y a une question de double détente, etc. Mais on est quand même plutôt sur une réparation intégrale. En matière maritime, on est toujours sur une réparation limitée. Bon. Et puis, il y a autre chose en maritime aussi, c'est qu'on a un phénomène que l'on a un peu en fluvial et qui, à ma connaissance, n'existe pas dans les 3 autres modes de transport. C'est le phénomène de la croisière. Est-ce que le croisiériste est un passager? Ça, déjà, la question peut se poser. Et ensuite, alors, le passager de croisière, lui, oui, lui, véritablement, il n'est plus un passager, il n'est plus maritime, il est un touriste. Et le tourisme est... Moi, j'ai tendance à qualifier le droit du tourisme de droit de la consommation appliquée. Le touriste est un consommateur de tourisme. Et là, dès qu'on a le déclenchement du mécanisme du forfait touristique, on retombe sur des régimes consuméristes. Mais je pense que à mon avis, c'est le passager maritime qui est le moins consommateur dans tous les passagers que l'on connaît. Non. D'abord, je vais rendre hommage à Isabelle, parce que vous vous souvenez, plusieurs d'entre vous étaient concernés. On avait fait il y a quelques années à Valenciennes, à notre initiative, triple initiative, Nicolas Bala, Jérémy Jourdan-Marquez, qui est de l'autre côté de la rue, et votre serviteur, on avait fait regard civiliste sur le règlement 261. Et Isabelle avait alors produit justement un article qui reprenait cette question pour le règlement, et donc je me suis replongé. Je vous invite à le lire pour tous ceux qui s'intéressent à cette question. Et moi, en fait, j'ai envie de vous répondre donc fromage, dessert et café, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, alors Gaël l'a dit déjà dans la première partie de sa réponse, et donc je vais faire très bref, mais le passager est aussi un contractant.
Et donc, la question, c'est quelle est la place aussi du droit des obligations. Et je rappelle quand même qu'avec la réforme, on a notamment un article 1171 qui est aussi vecteur de protection pour les contractants. Et il y a d'autres questions qui se posent, comme la portée des clauses limitatives de réparation, Gaël l'a dit. Mais je pense aussi à d'autres questions qui font que le consommateur est, à mon avis, à la fois soumis au droit des obligations, au droit des transports, au droit de la consommation. Il faudrait aussi se poser la question de savoir si on est sur du droit de la consommation général ou spécial, de fait, avec certaines obligations d'information particulières dont on a parlé tout à l'heure. Et puis juste pour un dernier exemple, et après je rends le micro, promis, se poser peut-être aussi la question de la prescription. Quelle prescription ? Parce que si on est sur un consommateur, sur quelle prescription part et exactement et les actions de groupe sur lesquelles tu avais aussi écrit il y a quelques années, me semble-t-il. Sachant que, Laurent, si je puis me permettre, et je te remercie d'avoir évoqué cette manifestation qui était passionnante, mais en matière ferroviaire, on a encore une situation différente, puisque aujourd'hui, ce sont les règles RUCV qui s'appliquent, par exemple en matière de dommages corporels ou de dommages aux bagages. Donc là, la question a été réglée, alors bien ou mal, hein, on ne va pas en débattre aujourd'hui, mais c'est ce qui fait revenir encore une fois à cette modalité, si j'ose dire, de ces passagers qui sont un peu consommateurs, mais avec, et Gaël l'a dit, on voit bien encore en fonction des modes, des situations très, très, très différentes. Donc pour le passager ferroviaire, la question a priori se pose plus, elle se posera peut-être à nouveau, hein, on ne sait jamais, mais pour l'instant elle se pose plus, en tout cas en ces termes. Si je peux me permettre. Pardon, non, vas-y. Oui, juste une petite remarque pour enfoncer le clou. Il y a un centre de recherche en France auquel je suis très attaché, qui s'appelle le Centre de droit maritime et des transports. Et le nom est excellent. Le maritime et le reste des transports, c'est pas la même chose. Et là, je m'adresse notamment aux étudiants parce que je ne vais rien apprendre à mes collègues, mais il y a une grosse différence entre le passager maritime et les autres. C'est que quand vous êtes dans un avion, vous avez une ceinture, fasten seatbelt, et dès que vous vous levez, vous avez une hôtesse qui vous demande si d'aller aux toilettes vite fait, parce qu'après il faut se rasseoir. En train, on ne bouge pas beaucoup, et en autocar non plus. Alors que le passager maritime, il monte des escaliers, il en descend, il ouvre des portes, il se penche par le franc-bord pour admirer les dauphins. Et il a une liberté d'action et de mouvement qui fait qu'il a un rôle beaucoup plus actif que les autres passagers. À partir de là, on ne peut absolument pas le traiter de la même manière. Bon, je viens de faire mon Georges Ripper, je suis désolé, c'est lui qui avait mis cette distinction en évidence, mais elle me semble importante. Alors, merci beaucoup Gaël, on en reparlera sur la liberté tout à l'heure du passager maritime, puisque tu as la grande distinction en réparation du préjudice, mais j'aimerais donner la parole à Anaïs Escudier, Madame Escudier, puisqu'elle aurait souhaité intervenir, s'il vous plaît. Oui, je voulais aussi répondre à cette question qui est souvent posée. Et en fait, je rejoins ce que disait Xavier, et moi, effectivement, automatiquement, je pense aux clauses abusives. On m'entend pas ? Vous m'entendez là ? C'est bon ? Ok, ça marche. Je rejoins ce que disait Xavier, et effectivement, moi, tout de suite, je pense à clause abusive. Par exemple, on ne peut pas empêcher un passager d'exercer des droits et de recourir à une indemnisation en leur imposant des délais de saisine d'un avocat, d'un tiers, d'une société comme la mienne. Et donc, effectivement, dans ce cas de figure-là, le passager peut être considéré comme un consommateur. Je rebondis, et c'était ma deuxième idée, sur ce que tu disais, Laurent, au niveau de la prescription. Moi, je pense tout de suite à l'article 12 du règlement 261/2004. Cet article qui permet aux passagers de percevoir une indemnisation complémentaire. La Cour est aussi venue, dans ses hypothèses, spécifier et clarifier quelques hypothèses, pas toutes, ça aurait été mieux, mais ce n'est pas le cas, qui permet aux passagers d'obtenir une indemnisation autre que l'indemnisation forfaitaire qui est prévue selon la distance du vol. Donc, par exemple, la perte de salaire quand il y a une annulation en retard, le préjudice moral qui désormais peut aussi être indemnisé en plus pour les passagers. Et donc, je voulais ouvrir au débat et quelle est la prescription par rapport pour l'application de cet article-là ?
pour moi, c'est une évidence, c'est 5 ans. Mais en discutant avec d'autres confrères, c'est un sujet qui est vraiment controversé. Et voilà, donc 5 ans, 2 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que tu allais rebondir, Emmanuel. C'est sûr. En France, c'est droit de la consommation. Et code civil aussi. Le délai de la prescription, même de l'indemnisation dans les autres pays ne sont pas forcément la même. On a Oui. une décision qui a dit c'est les États membres, donc à la fin, c'est chaque pays qui a des prescriptions qui diffèrent. 1 et 10 ans, selon les États membres. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est légitime d'harmoniser et de prévoir 5 années, pour moi, comme ça il est prévu dans la réforme. Oui, c'est pour ça que cette question, elle est légitime et controversée. Mais... notre cœur de métier. La prescription pour un accident, pour un dommage corporel, 2 ans. Et aussi, ça limite, c'est un passager, c'est un consommateur pour ce qui est purement commercial et préjudice qu'on a, sur le principe de l'indemnisation au titre du 261, c'est justement sans préjudice, sans responsabilité, et que de l'autre côté, il y a un régime de responsabilité donc internationale au titre de la Convention de Montréal, qui est quand même très différent, et avec des prescriptions plus courtes pour des sujets plus... on pourrait considérer quand même plus importants, dans le sens où c'est effectivement d'accidents, de dommages corporels, où le traitement est quand même très différent. Où là, on pourrait passer un délai de 10 ans et en plus qui commencera à courir qu'à partir de la consolidation du préjudice, ce qui est le droit commun. Donc, Alors, on sent bien le parti pris de votre intervention, mais le délai imparti étant passé, mais ne vous inquiétez pas, finalement, la deuxième table ronde qui est sur l'évolution du contentieux en matière de transport nous permettra de revenir sur certaines questions, et je serai beaucoup plus caustique à ce moment-là, puisque je prendrai la parole en premier pour introduire cette deuxième table ronde. Donc il faut un peu patienter, mais ça me donne l'occasion de créer une sorte de teaser pour justifier que tout le monde revienne. Alors certains n'ont pas le choix, puisqu'ils ont une obligation avec signature, donc on sait qu'ils reviendront. Mais néanmoins, on finit un tout petit peu en retard sur ce qui était prévu. Donc mes 10 minutes de retard, finalement, ce n'est pas grand-chose en matière de transport. En tout cas, les passagers que nous sommes en avons l'habitude, malheureusement. Et la ponctualité est une difficulté. Je vous donne rendez-vous à 14h pile. Je vous rappelle que le déjeuner est libre. Donc vous avez différents endroits où vous rendre pour le déjeuner. Et on reprend à 14h, et moi, je garde mes invités avec moi, puisqu'il y a un déjeuner spécial qui est prévu pour vous.